20h03. Messieurs, dames, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui manque Salut Pascal, ça va? Karine excusée, Grace est excusée, Dominique est là. Non, ça va pas. Messieurs, dames, si vous voulez bien prendre place. Je pense qu'on est tous là avec les pouvoirs. Qui ça? Si, Radia, elle est là. Radia, elle est là. Elle est là. Valérie n'est pas là. Non, Valérie n'est pas là. Bah, on commence, elle nous rejoindra. Hein. Moi j'ai pointé là. Il manque Valérie. Mais non, elle est là. Elle est passée. C'est pas possible. Attends, je vais dire à Michel, elle peut pas avoir. Ah si, elle peut avoir deux pouvoirs. Si, on a le droit. Hein. Ouais. Oui, non, mais c'est bon parce qu'elle a deux pouvoirs. 30%. Bon, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Sylvie papote. Michel aussi. Oui, mais il y a Valérie qui n'est pas arrivée. C'est Maxime ira fermer, non? Il est avec là, Maxime? On va attendre que Valérie arrive et puis Maxime ira fermer la porte. On n'a pas la PM ce soir et on est en absence de public, donc on va se confiner dans la salle. Je vois que tout fonctionne, tout est en place. Merci à Boris et à Maxime qui ont bien travaillé aujourd'hui pour installer tout le matériel vidéo. Merci aussi à l'intercommunalité et à son président, Patrice Robin, pour le prêt à nouveau de tout le matériel qui nous permet ce soir à nouveau d'être retransmis sur le site de la commune en direct. Et je salue aussi ceux qui vont se joindre à nous par l'intermédiaire de la vidéo. Alors, on me dit qu'il faut que je vous rappelle d'éviter, je lis, d'éviter de frotter le masque contre le micro quand vous prenez la parole, car cela s'entend énormément à l'enregistrement. Donc, faites comme moi, vous enlevez pour parler si vous prenez la parole, et puis on remet le micro juste après. Monsieur le maire frotte régulièrement son masque sur le micro. D'autres élus également. Merci Muriel. Je dis tout, franchement. Alors, l'appel, feuille de présence, ça c'est fait, oui. Dupont-Olivier présent, Valérie Lecomte. Donc, on va attendre qu'elle se joigne à nous parce qu'on n'a pas d'informations sur son absence. Elle va arriver. Hugues Brissot, Sarah Béag, Pascal Martin, Sylvie Bocobza, Didier Mézières, Sabine Jamet, Christophe Vandeneken, Dominique Nocture, Daniel Dess, Michel Fraioli, Roger Hadot, Grace absente, pouvoir à Michel Fraioli, Sylvain Benayoun, Karine Gauthier-Jeannot absente, mais pouvoir à Valérie Lecomte. Du coup, on va attendre. Laurent Graft, Radia Tiglit, Yvan Dauer, Anne Sotti, Grégory Philippe, Sophie Baquet, Jacques Bayeux, Anna-Maria Cheta, Devaux Gilles, pouvoir à Michel Fraioli, ce qui lui fait 2 pouvoirs, mais je vous rappelle que dans les conditions actuelles de la crise sanitaire, le quorum est fixé à 30% seulement des membres et 2 pouvoirs par élu. Donc Valérie, présente. Et tu as le pouvoir de Karine. J'en étais où? Clarisse Paulet, pouvoir à Olivier Dupont. Laurence Bernard, Fabien Bignolet. Et Aude Misnard, absente, pouvoir à Laurence Bernard. Voilà pour l'appel. Il nous faut désigner, comme à chaque fois, un secrétaire de séance. Qui était l'heureux élu la dernière fois? C'était Didier? Ok, tout le monde en est d'accord?
Didier, désigné volontaire, merci. Alors, avant de commencer l'ordre du jour, une précision sur justement le déroulé et l'ordre du jour du Conseil de ce soir. Le point numéro 4, qui fait référence à l'autorisation au maire à signer une convention de prêt de chalet avec les villes de Gouvieux, est retiré de l'ordre du jour puisque les hivernales sont annulées du fait des maigres possibilités qui nous étaient laissées dans le cadre de l'organisation, de ce qu'on pouvait réaliser éventuellement à la fin du Conseil. On pourra en dire un mot un peu plus complet si vous le souhaitez. Alors, passons à l'ordre du jour et à l'approbation. Je retrouve mes papiers. À l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 26 novembre 2020. Quelqu'un a-t-il des questions? Pas de questions? Donc je mets au vote qui approuve le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2020. Merci, pas d'abstention, pas de vote contre. Alors les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil, la décision 41-2020 du 23 novembre. Décision relative à l'exercice du droit de préemption par la commune à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce situé 64 rue de Paris pour la somme de 15 000 €, auquel s'ajoutent 5 000 € de frais d'honoraires. On développera un peu plus loin dans l'ordre du jour ce point. Décision 42-2020 du 11 décembre, suppression de la régie recette bibliothèque, qui n'a plus lieu d'être puisque la bibliothèque est passée sous responsabilité de l'intercommunalité. Décision numéro 43-2020 du 10 décembre, acte modificatif d'une régie d'avance pour le paiement des menus dépenses concernant la relève du montant maximum de la dépense portée à 1 000 €. Décision numéro 44-2020 du 29 décembre, décision relative à la signature d'un marché de fourniture et de livraison en liaison froide des repas scolaires, périscolaires et du multi-accueil avec la société Sagère pour un montant prévisionnel de 189 496 € TTC pour une année. Décision 45-2020 du 15 décembre, décision relative à la signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS de Viarmes concernant le lot numéro 1, assurance de la responsabilité civile et des risques annexes avec la société Groupama pour un montant annuel de 1 423,74 € pour la commune et de 506,19 € pour le CCAS. La décision suivante, numéro 46 du 15 décembre, toujours pour les assurances, signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 2, assurance des dommages aux biens et des risques annexes avec la société Groupama pour un montant de 14 478,10 € pour la commune et 1 292,28 € pour le CCAS. Décision 47 du 15 décembre, décision relative à la signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 3, assurance automobile et des risques annexes avec, là encore, la société Groupama pour un montant de 4 981,95 € pour la commune et 2 326,17 € pour le CCAS. Décision 48 du 15 décembre, relative à la signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 4, assurance de la protection fonctionnelle de la commune et du CCAS de Viarmes avec la SMACL pour un montant de 288,10 € pour la commune et 61 € pour le CCAS. Décision 49 relative à la signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 5, assurance de la protection juridique des agents territoriaux et des élus avec la SMACL pour un montant de 720,09 € pour la commune et 170,10 € pour le CCAS. Décision 50 2020 du 29 décembre relative à la rétrocession par la SAFER à la commune de Viarmes des parcelles cadastrées, ce sont des vergers et des bois taillis, A numéro 1227, D numéro 7, 23, 120, 123, 342, 344, 345, 381, 449, 494 et la parcelle E numéro 15 pour un montant total de 11 652 € hors frais notariés pour une superficie totale de 6 176 mètres carrés.
Décision numéro 1/2021 du 11 janvier, sollicitant une subvention de 75 335,14 € auprès du syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val d'Oise pour les travaux d'enfouissement des réseaux rue de la Fontaine d'Amour pour un coût total des travaux de 379 775,40 € TTC. Alors, premier point de l'ordre du jour. Une avance de subvention au profit de la Caisse des écoles avant le vote du budget primitif 2021. C'est un point que l'on retrouve chaque année à cette époque. La Caisse des écoles n'a pas de recettes propres et comme chaque année, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur une avance de subvention en raison de la date du vote du budget communal qui n'interviendra pas avant fin mars ou le 15 avril, peut-être, ou le 15 mars. Cette avance abondant le budget caisse des écoles permettra d'ordonnancer les dépenses, donc de lancer des dépenses nécessaires au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires avant le vote de leur propre budget qui aura lieu généralement vers mars. Pour 2021, nous proposons d'accorder une avance de 20 000 €, soit environ un tiers de la subvention votée en 2020. Je ne sais pas si ça appelle des commentaires particuliers. Je porte aux voix qui approuve l'avance de la subvention. Unanimité, pas d'abstention, merci, pas de vote contre. Point numéro 2. Inscription budgétaire avant le vote du budget 2021 pour le mandatement des dépenses d'investissement liées à l'acquisition du fonds de commerce de la société L'Atelier des Harmonies. Hugues, la parole. Par décision municipale, donc numéro 041/2020 du 23 novembre 2020, rapporté ci-dessus, Monsieur le maire a exercé son droit de préemption à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce situé au 64 rue de Paris. Le budget communal ne sera pas adopté avant la signature de l'acte prévu le 19 janvier 2021. Alors cet acte a bien été signé à la date prévue. De ce fait, il convient d'autoriser spécialement Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement liées à cette transaction, soit un montant total de 23 000 €. Alors, on a les dépenses d'investissement concernées sont les suivants. Autre immobilisation financière, donc il y a le dépôt de garantie pour 900 €, qui est donc lié au bail commercial des locaux. Les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire l'acquisition du fonds de commerce, droit au bail, honoraires d'avocat et frais de formalité pour 19 100 €. Les immobilisations corporelles, donc c'est-à-dire le mobilier pour 450 €, et il y avait des stocks donc pour 1 350 €. Non, pardon. Autre immobilisation corporelle pour 1 350 €, puis les stocks pour 1 200 €. Donc l'Assemblée délibérante s'engage donc à inscrire au budget 2021 les montants visés ci-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui. Oui, moi j'ai une question, c'est pourquoi la décision 41, c'est 15 000 € plus 5 000 €, oui, et ensuite 23 000 €. C'est simplement pour comprendre. C'est parce qu'au début, la décision, quand elle a été prise, on n'avait pas l'ensemble des composantes, je dirais des frais, ainsi que la répartition entre les immobilisations, le stock et le voilà. Donc en fait, quand on a pris la décision, effectivement, on l'a prise en sachant qu'il nous manquait quelques éléments qui ont été finalisés entre le moment où on a décidé de préempter et au moment où on a signé l'acte de cession du fonds de commerce. D'accord. Alors pour être complet, il y avait même des frais supplémentaires et en bataillant un peu, on a réussi à faire en sorte que la commune ne soit pas assujettie à ces frais. Il y en avait pour encore 6 000 € de plus. Et qu'est-ce qu'on va faire des stocks ? Je ne sais pas si vous les voulez, si vous êtes intéressé. Ils appartiennent à la... Oui, maintenant ils appartiennent à la commune, donc les services vont aller voir ce qu'on peut faire avec. Ça peut être utilisé pour les écoles. Oui, on ne sait pas encore. Enfin, il est constitué de 3 choses. Enfin, c'est des vêtements, des choses comme ça. Dans l'absolu, on pourrait très bien les vendre après. Il y a des vêtements aussi. Pour les écoles, ça va être plus là, ça va donner donc un loyer, parce qu'on n'achète que le fonds de commerce. Alors, on n'achète pas en préempte. Donc ça, c'est un signe fort de la volonté de la commune de
d'intervenir et d'investir dans ces commerces, parce que vous pouvez constater que l'effort financier n'est pas neutre. Ouais. La préemption du droit au bail existe, je crois que nous l'avions voté en 2011, on ne l'avait encore jamais utilisé, et là ça nous paraissait important justement d'intervenir. Charge à nous, donc le loyer, il va être d'un montant, rappelez-moi, 900... il va être de 850 plus 50. Il y a 850 € de loyer et 50 € de provision sur charge par mois. Bien évidemment, le but n'est pas de conserver le fonds, mais de trouver un repreneur. Mais ce qu'on voulait absolument, c'est conserver, je dirais, la maîtrise sur la personne qui viendrait s'installer rue de Paris. Car ce dont il était question, si on n'avait pas préempté, je vous assure que notre rue de Paris aurait été vraiment impactée. On n'avait pas trop le choix. Tout l'enjeu maintenant est de trouver un locataire pour que la commune n'ait pas à porter ce loyer-là. La commission commerce est au travail. Laurence. Juste pour information, quand on préempte, c'est la commune qui paye le loyer. Bien sûr. Oui. D'accord. Et le projet derrière, c'est quoi? Pardon ? Le problème, il n'y en a pas, il faut trouver un repreneur. Le projet. Ah, le projet, il faut trouver un repreneur. Il n'y a pas de projet pour l'instant. Si, j'ai été contacté par alors on cherche un certain type de commerce qui vont valoriser notre centre-ville. Et notamment, je suis en contact, mais il faut qu'on aille chercher les clés rapidement. Je crois elles sont à Pontoise, chez le commissaire-priseur. Je ne sais pas pourquoi elles sont chez lui. C'est lui qui a fait l'inventaire, c'est pour ça. C'est lui qui a fait l'inventaire, donc il faut qu'on aille les chercher maintenant, parce qu'on est titulaire du bail. Et il y a un cordonnier, merci, qui souhaite visiter. Et je lui ai expliqué Alors, la cordonnerie, c'est une activité qu'on n'a pas. C'est une activité intéressante pour nous. Je lui ai bien expliqué le concept, qui n'était pas une cordonnerie type cordonnerie minute qu'on peut voir un peu dans les grandes surfaces, mais un véritable magasin avec un aménagement intérieur, et il faut qu'il trouve une solution pour vendre des produits annexes. Je ne veux pas faire de la publicité pour un cordonnier dans une ville autour que j'apprécie beaucoup, parce que le commerce qu'il a fait est vraiment, vraiment de qualité. Donc je lui ai demandé s'il était intéressé d'aller dans cette voie-là. Voilà. Mais pour l'instant, c'est la seule piste, mais il y en a d'autres qui vont arriver. C'est un challenge, hein. C'est pas facile à manipuler. Hein. Ça fait 9 ans qu'on l'a voté, on ne l'a pas utilisé. Et là, on y va. Donc maintenant, il faut... on vous rendra compte régulièrement. Hein. On a la pression pour trouver quelqu'un maintenant. Merci. Alors il faut savoir on a 2 ans pour trouver quelqu'un maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Des réflexions, des interrogations? Je porte aux voix qui approuve cette inscription budgétaire. Oui, pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Point numéro 3. Alors, la résiliation du bail amphithéotique entre le CCAS et l'EHPAD. Alors, c'est assez technique, donc je vais vous le lire et on vous fera un résumé par Hugues ou par Muriel. Le 15 novembre 68 a été conclu un bail amphithéotique de 99 ans entre ce qu'on appelait alors le bureau d'aide sociale et ce qu'on appelait alors l'hospice de Viarmes, qui est devenu l'EHPAD. Le CCAS est propriétaire du terrain cadastré AD 714, où se trouvent aujourd'hui les bâtiments de l'EHPAD rue de la Carène, dite rue aux Fées, dont les aménagements et les constructions ont été, en contrepartie de ce bail, financés par l'hospice. Dans le cadre du futur déplacement de l'EHPAD vers le secteur Fréchot, le directeur de cet établissement a fait part au CCAS de son souhait de résilier le bail. Il est rappelé que le terme actuel de ce bail est en 2077. Il a donc adressé, en date du 30 septembre 2019, un courrier afin de demander la position de la collectivité sur une éventuelle résiliation anticipée. Pour connaître la valeur respective de ces engagements, le CCAS a sollicité une estimation auprès de la Direction générale des finances publiques, un avis des domaines, et a reçu au mois d'août 2019 la réponse, et les droits du bailleur sont évalués à 1 100 000 € et ceux de l'EHPAD à 1 500 000 €. Il n'existe dans le bail actuel aucune clause concernant la résiliation du bail à l'initiative de l'amphithéâtre, donc de l'EHPAD. De même, aucune disposition n'exclut cette possibilité.
Donc des échanges ont lieu entre la municipalité précédente et le directeur actuel. Et compte tenu des enjeux futurs, notamment l'intérêt pour la commune d'avoir un nouvel EHPAD flambant neuf sur Viarmes, il est apparu évident de trouver un accord permettant à chaque collectivité d'y trouver un intérêt pour ses missions auprès de la population et la défense des deniers publics. Aussi, il a été retenu le principe que le CCAS pourrait accepter la demande de l'EHPAD à la condition que le prix qu'il devra acquitter soit limité à 500 000 € au lieu des 1 500 000 € pour devenir propriétaire de la totalité des bâtiments existants sur la parcelle AD 714. Donc la totalité des bâtiments, c'est la maison, je ne sais pas comment dire, la maison de maître, maison bourgeoise, et l'EHPAD actuel. Pas le côté résidence pour personnes âgées, uniquement l'EHPAD. Certains bâtiments estimés par les domaines ne pourront être occupés en l'état après le départ de l'EHPAD et nécessiteront une démolition. Ils ont peut-être aujourd'hui une valeur qui demain deviendra nulle. Le directeur de cet établissement a présenté ce sujet à son conseil d'administration en octobre 2019 et ce conseil a approuvé le principe. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver la décision du CCAS qui autorise son président à lancer la procédure de résiliation anticipée du bail amphithéotique existant entre le CCAS et l'EHPAD au prix convenu de 500 000 €. Le budget général du CCAS est équilibré par une subvention communale lorsque cela s'avère nécessaire. Le CCAS ne dispose pas à ce jour de cette somme. Il est donc demandé à l'Assemblée d'accepter de verser au CCAS la dite somme pour l'équilibre budgétaire de ses comptes, sachant qu'il est envisagé que le site de l'ancienne EHPAD de Viarmes soit transformé et réorganisé par la création d'une nouvelle résidence pour personnes âgées et d'une maison médicale en complément d'un nouveau parking, apportant ainsi une évolution de service à la population. En tout état de cause, la somme convenue ne sera à verser qu'au départ effectif de l'EHPAD aux alentours de 2022. Donc c'est un secteur très stratégique pour la commune parce qu'il est situé en plein centre. De gros mouvements ont lieu puisque l'EHPAD, comme vous le savez tous, si vous êtes allé vous promener du côté de la rue du Fréval, le nouvel EHPAD qui résulte de la fusion de l'EHPAD de Luzarches et de Viarmes se construit. Une livraison toujours prévue au premier semestre 2022 environ, plus ou moins 2-3 mois selon les retards. Ce qui libère un espace très important. Tout cet espace, qui représente je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés, mais très important, comporte notamment la maison du directeur, qui est au fond, qui est occupée actuellement par le docteur Bellego, comprend la RPA et comprend l'EHPAD actuel. Tout ce site, 4534 mètres carrés, merci Muriel. La RPA date des années 70. Combien ? 79. La remise à jour de la RPA actuellement coûterait aux alentours de 2 millions d'euros, puisqu'elle n'est pas aux normes, elle n'est plus aux normes. Donc ça serait très cher, les doubles vitrages, les sécurités incendie, enfin l'isolation. Donc nous avons déjà pris contact avec Val d'Oise Habitat pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire sur toute cette parcelle, notamment la réalisation d'une nouvelle résidence pour personnes âgées qui serait située idéalement au-dessus d'une maison médicale. Donc tout ça reste en plein centre-ville. Les personnes âgées sont des consommateurs de médecins, donc il y a aussi quelque chose de logique d'avoir une maison médicale juste sous leurs appartements. Et toute la parcelle, tout le reste de la parcelle, donc 2 ou 3 000 m², des projets aussi sont en réflexion sur des résidences seniors, sur le passage de notre voie vélo, notre voie cyclable, et la réalisation d'un parking, puisque dans l'avenir, nous avons aussi le projet de rénover totalement la rue de Paris, très gros chantier, à préparer très longtemps d'avance. Et on pourrait envisager, mais là je m'avance peut-être parce qu'on n'en est pas là des discussions, mais de fluidifier la rue de Paris en supprimant toutes les places de parking, ce qui exige de créer des places aux abords immédiats. Il n'y a plus beaucoup d'espace, notamment celui-ci, puisqu'il serait situé juste derrière la poste, donc vraiment à 30 mètres du premier commerce de bouche qui est la boucherie. Donc de gros projets sur cette parcelle-là, c'est pour ça que nous sommes partie prenante et que nous vous demandons de pouvoir
acquérir ces bâtiments pour une somme de 500 000 € à l'EHPAD. Est-ce que Hugues ou Muriel, je ne sais pas si j'étais bien clair? Non, c'était très clair. Est-ce que vous avez des questions? Très gros projet, ça aussi. Hein. Oui. Parce que je comprends. Approche-toi pour les gens qui écoutent, s'il te plaît. Pardon, je ne comprends pas en fait le tour de passe-passe entre les 1,1 million et les 1,5 million. C'est que ça coûte plus que 500 000 alors qu'ils pouvaient prétendre à 1,5 million. Là, je ne comprends pas. Eh ben, c'est une discussion qui a eu lieu, Muriel, si vous voulez intervenir sur ce point, c'est une discussion qui a eu lieu par le maire précédent, M. Rouillat à l'époque, pour trouver un accord entre les deux parties, intéressant pour les deux communes. Là, il y a un abandon d'1 million d'euros, c'est ça? Non, pas tout à fait. Hein, non. Les droits aux bailleurs étaient d'1,1 million. C'est-à-dire que nous, en tant que le CCAS en tant que propriétaire, les biens étaient valorisés à 1,1 million. Et l'EHPAD, pour lui, était valorisé à 1,5 million, ce qui faisait une différence plutôt de 400 000 €. Oui, d'accord. Et l'effort, il est plutôt du côté de la commune, mais il y a l'intérêt d'un tout nouvel EHPAD sur la ville qui mérite aussi un geste et un accompagnement. C'est ça l'explication. Ouais. D'autres questions? Si vous voulez bien, nous allons donc passer au vote. Qui approuve cette résiliation du bail et la somme à verser? Alors, qui s'abstient et qui est contre? Donc 3 contre, abstention 3 abstentions et le reste en vote pour. Muriel. Alors le point 4 est donc retiré de l'ordre du jour. Peut-être que Daniel, tu peux en dire un mot? C'est le moment. On aurait pu... Oui, bien. Oui, effectivement, je vais vous entretenir rapidement des hivernales. J'aurais préféré effectivement présenter ce point de façon positive, mais hélas, les contraintes sanitaires nous imposent effectivement d'annuler cette manifestation. Cette manifestation qui avait été largement engagée au point de vue organisation, etc. Nous avions eu dans un premier temps l'accord de la commune de Gouvieux pour un prêt gratuit d'une cinquantaine de chalets. On n'en avait pas besoin de 50, mais à peu près 25 à 30, etc. Y compris avec la logistique pour nous apporter le matériel, etc. L'aide technique pour le montage. Ça, c'était le premier point déterminant. Les autres points, c'était effectivement une manifestation centrée autour de l'animation envers la population viermoise, notamment avec une patinoire synthétique de faire dans les 150 mètres carrés environ. Des jeux effectivement d'animation pour les plus jeunes, les adolescents. Tout ça avait été formalisé par une équipe d'animation, disons, et puis validé par les services administratifs de la commune, avec toujours la précaution de mettre dans les contrats et dans les pré-contrats l'éventualité d'une annulation à la dernière minute du fait des consignes sanitaires, ce qui est le cas. Donc en fait, tous les engagements au niveau contrat et au niveau marché ont été annulés, et soit reportés pour l'année prochaine, notamment au niveau, bien sûr, de l'allocation de la patinoire, de l'allocation du matériel de sonorisation, dont Michel s'était occupé avec le service communication, les services de sécurité, puisqu'en fait c'est une manifestation qui devait durer, entre le montage et le démontage, qui devait pratiquement durer une semaine, donc en fait impératif d'assurer la sécurité avec maître chien et gardien de nuit. Que je peux dire également, c'est que les documents de communication avaient été étudiés par notre titulaire de communication, Boris.
Tout ça était tout prêt. On attendait bien sûr, on a donc envoyé une demande d'autorisation à la préfecture par rapport, disons, aux contraintes qui étaient imposées. Et hélas, vendredi dernier, on a reçu un avis négatif. Alors, ce n'était pas une interdiction de manifestation, mais la préfecture nous interdisait de mettre la patinoire, d'installer les jeux et de mettre des chalets à une distance telle qu'au lieu des 25 chalets potentiels, on pouvait mettre peut-être 8 chalets. Donc, la manifestation perdait de ce fait, disons, tout intérêt, d'où d'annuler l'ensemble, tout au moins de la reporter pour l'année prochaine. Voilà. Le travail qui a été fait n'est pas perdu, parce qu'en fait, on a tous les contrats, on a tous les contacts, effectivement, et devis. Donc, regret qu'on a acté, disons, la décision d'annuler. Voilà, mais ça sera pour l'année prochaine. Oui, le groupe de travail qui s'est réuni a vraiment été efficace et rapide. C'était un très beau projet qu'on recommencera l'année prochaine, enfin on essaiera du coup. La quantité de... Tiens, attends, prends un micro parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Le fait qu'on n'ait eu aucune difficulté à trouver des commerçants valide aussi le fait de choisir cette date, parce que c'est des dates où personne ne se bat pour vendre dans ce style de marché, puisque les gros marchés de Noël sont passés. Voilà, ce choix-là était quand même était judicieux. Oui, c'était une très bonne surprise parce qu'en fait, pour les problèmes des commerçants, etc., on avait donc les 25 chalets. Encore fallait-il trouver, disons, des exposants pour occuper les 25 chalets. Or, on a fait ça avec Didier au niveau de la démarche commerce, etc. À notre surprise, on a été un petit peu, non pas submergé, mais on a eu largement trop de demandes par rapport, disons, au potentiel qui était disponible. Alors peut-être que l'année prochaine, si on n'a plus ces contraintes de distance, etc., peut-être qu'au lieu de 25 chalets, on pourra peut-être en mettre 20 pour 30, 50, densifier. 50, disons, objectif 50 chalets. Ou peut-être 50 chalets. En fait, on a fait des effectivement, notamment sur le marché de Noël de Gouvieux, et des exposants à qui on ne s'adressait pas parce qu'on disait en fait, bon, c'est pas tellement intéressant d'avoir ça, etc., on va passer, et ils nous couraient après pour dire mais nous on veut venir, etc., etc. Donc c'était une expérience assez sympathique et assez remarquable. Michel. Oui, je voulais ajouter. Approche-toi du micro. Je voulais ajouter que les chalets loués aux Viarmois, aux commerçants viarmois, étaient gratuits. C'était important pour stimuler notre commerce. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur ce point? Donc on ne vote pas puisque le point est retiré de l'ordre du jour, mais une petite explication s'avérait nécessaire. Point numéro 5, désignation d'un nouveau délégué pour la Caisse des écoles. Lors du conseil municipal du 3 juillet dernier, l'Assemblée a procédé à la désignation des membres élus de la Caisse des écoles. Il est rappelé que le comité de la Caisse est composé du maire, président de droit, de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, d'un membre désigné par le préfet, de 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, de 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale. Dans le cadre du fonctionnement de ces structures, il est apparu la nécessité que Mme Sarah Béag, maire adjointe aux affaires scolaires, entre autres, soit présente lors des comités de la Caisse des écoles, avec une voix délibérative. Pour ce faire, au vu de la composition réglementée de la Caisse des écoles indiquée ci-dessus, il y a lieu de procéder à un changement d'un des 2 membres désignés par le conseil municipal. Après discussion, elle a accepté de laisser sa place. Je parle d'Anna Maria Cheta, qui avait été désignée en juillet et qui a accepté donc de laisser sa place à Sarah. Il est donc demandé au Conseil d'entériner ce changement. Est-ce que quelqu'un y voit une objection? Qui approuve? Qui s'oppose? Personne, pas d'abstention non plus. Merci. Point numéro 6, l'autorisation à signer une convention de mise en commun des agents de la police municipale et de leurs équipements. Didier. Donc, afin de poursuivre l'objectif de renforcement de la police municipale, des discussions sont en cours
avec les communes voisines pour créer une police pluricommunale basée à Viarmes. La commune de Cegy a déjà délibéré favorablement sur ce point à son conseil municipal de novembre 2020. Les agents de la police municipale de Viarmes sont donc appelés à intervenir sur le territoire des communes de Viarmes, Cegy, Asnières, Sur-Oise, Luzarches, Saint-Martin-du-Tertre, Chaumontel et Bellois en France. Les agents mis à disposition seront territorialement compétents sur l'ensemble des territoires des communes signataires de la Convention et seront pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, placés sous l'autorité du maire de ladite commune. Ils devront notamment faire respecter la réglementation du Code de la route, du Code de l'urbanisme et du Code de la santé publique, faire respecter les arrêtés municipaux et autres, assurer la surveillance et la protection des personnes et des biens, mettre en place et suivre le dispositif, opération tranquillité vacances, surveiller les abords des groupes scolaires, effectuer des opérations de surveillance de fin d'année auprès des commerçants, ainsi que des patrouilles de nuit et diriger et diffuser des comptes rendus de services journaliers. Il est à noter que le travail administratif inhérent aux missions subvisées mais spécifiques à chaque commune sera assuré par son propre personnel. Il sera demandé aux communes de Cegy, d'Asnières-sur-Oise, Luzarches, Saint-Martin-du-Tertre, Chaumontel et Bellois en France de signer une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'État comme cela est fait par la ville de Viarmes depuis plusieurs années. Les agents de la police municipale qui pourront être mis à disposition seront le chef de la police municipale, les agents de police municipale constituant le service. Suivant les différents entretiens avec les communes listées ci-dessus, un volume d'environ 1000 heures ont d'ores et déjà été actés pour la mise à disposition des agents de service de police municipale de Viarmes. Une prévision financière sera jointe à la convention. À ce jour, le coût horaire d'un policier municipal s'élève à 32,12 € par heure et 56,14 € par heure environ. Là, c'est indiqué par jour et par nuit, mais c'est par heure, hein, c'est une erreur. Pardon ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Non. Je me suis trompé ? Non ? J'ai dit par heure, hein, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer les conventions et les avenants éventuels de mise en commun des agents de la police municipale de Viarmes et de leur équipement avec les communes intéressées. Voilà, s'il y a des questions. Ouais, merci Didier. Donc vous savez que ce projet-là, il rentre dans un des points de notre programme qui était d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Le projet évolue bien puisque mercredi, pour la 3e fois, nous nous rencontrons avec les maires des communes concernées. Ils ont le projet de convention que vous avez joint à l'ordre du jour. Donc vous avez 2 conventions. Il y a une convention de coordination qui lie les communes à la préfecture et aux forces de l'ordre, gendarmerie chez nous, et une convention de mise en commun des agents entre les communes, là, qui détermine précisément la façon de fonctionnement de la police pluricommunale. Actuellement, alors, toutes les communes reviennent à la réunion de mercredi prochain. Cegy nous a confirmé pour commencer 350 heures annuelles, Luzarches aux alentours de 200-250, Saint-Martin aussi. Et puis Asnières n'a pas précisé encore, Bellois non plus, mais ils seront là mercredi prochain. On continuera à travailler pour finaliser les projets de convention et pouvoir commencer sans tarder le fonctionnement de la police pluricommunale. Au niveau des effectifs, nous avons actuellement, donc il y a un agent qui a terminé chez nous et qui est parti vers d'autres cieux. On est quel jour ? Il y a 2 jours, je crois. 2 policiers municipaux actuellement présents sur le terrain, donc un qui est arrivé, donc le chef de police Eric, et un qui est arrivé au 1er janvier, qui s'appelle Guillaume Pamard. Le maître chien, on parlera après, arrive le 24 ou le 25 février.
Et nous avons reçu ces jours derniers un autre candidat, donc brigadier aussi, ce qui porterait l'effectif à 4 policiers municipaux, qui sera très certainement insuffisant pour travailler en police pluricommunale et la faire évoluer en fonction des demandes des maires. Ça peut très bien évoluer d'une manière très favorable, ça dépendra du service qui sera rendu par nos hommes sur les différentes communes. Sur le fonctionnement, donc le siège de la police pluricommunale sera à Viarmes. On envisage de les déplacer du poste où ils sont actuellement à l'angle de la place pour s'installer au niveau de l'ancienne trésorerie. Que vous dire d'autre sur le fonctionnement? Donc, dans la convention avec les différentes communes seront précisées les missions et le volume horaire qu'ils veulent. Vous savez que les services des finances de la commune ont fait un détail très précis du coût horaire d'un policier. Donc 32,12 € par heure de jour et 56,14 € par heure de nuit. Ça, c'est des heures qui incluent tout. Donc tout le fonctionnement de la police et les investissements qui vont être faits. De leur armement jusqu'au véhicule. On a tenu compte du carburant, on a tenu compte absolument de tout. Quand ils vont aller travailler donc, sur les autres communes, il est possible qu'ils travaillent avec les policiers municipaux de la commune présente là-bas. Simplement, seuls nos policiers à nous, pour l'instant, seront habilités à travailler sur les autres communes. Pour l'instant, les policiers présents sur les autres communes ne sont pas dans la police pluricommunale. Il n'y a que les policiers de Viarmes qui se déplacent sur les autres communes pour l'instant. Ils pourront travailler éventuellement avec les brigadiers des autres communes, mais les autres policiers ne sont pas habilités, eux, à venir sur Viarmes, par exemple. Mais ceci est amené à évoluer en fonction de l'intérêt que tout le monde y trouve. Que pourrais-je vous dire d'autre si vous avez des questions? Oui, Dominique, prends un micro, s'il te plaît. On t'entend pas sur les gens qui écoutent. Je voulais juste demander merci. que dans le compte-rendu, dans le procès verbal qu'il y aura, soit remplacé le par jour par 2 jours ou le jour et par nuit par 2 nuits. Oui, c'est par heure de jour et par heure de nuit voilà. Pour un agent. Didier, tu veux rajouter quelque chose? Non, tout est... T'as été clair là-dessus. Bon, c'est parfait. Je passe au vote qui... Oui, pardon. Juste une question, en fait, puisque ce sera juste nos policiers municipaux qui seront répartis sur les autres communes, est-ce qu'il y a un délai pour que les policiers municipaux des autres communes rejoignent ce staff pluricommunal? Ce sera l'évolution du système. Ça existe en France, hein, vous pouvez facilement trouver des systèmes de police pluricommunale en France. Il y en a une pas loin d'ailleurs, c'est Roissy, l'intercommunalité de Roissy. On a une, et puis les Trois-Forêts peut-être aussi, du côté d'Aubonne. Ils sont aussi en police pluricommunale, intercommunale, donc ça veut dire que c'est l'interco qui gère les carrières, les salaires, les moyens des policiers municipaux. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a plus de policiers municipaux dans les communes. Le budget est totalement déplacé à l'interco. Là, ce n'est pas le cas. Chaque commune, et nous, on garde nos hommes. C'est nous qui s'occupons de leur carrière, etc. Et en fonction du succès de la mise en place, les maires des communes environnantes y verront, j'espère, un intérêt et demanderont à faire rentrer aussi leurs policiers dans le système de la police pluricommunale. Parce qu'on peut penser que si nous, on partage nos 4 policiers, on va y perdre en staff. Non, parce que c'est une question qui m'a déjà été posée. On va monter en puissance en nombre d'hommes. Par exemple, quand ils vont aller faire des heures de nuit, parce que c'était demandé des heures de nuit dans une commune, actuellement, nous, ils ne font pas d'heures de nuit. Donc, ils vont aller faire des heures ailleurs qui ne sont pas une perte pour nous, puisque nous, on n'a pas ces heures-là actuellement. Et nous aussi, d'ailleurs, on a des heures prévues. Il y a aussi des périodes de vacances. Il y a le problème aussi des heures de formation. Donc, il faudra étoffer suffisamment en hommes pour que, justement, ils puissent être présents sur Viarmes, parce que l'objectif, c'est quand même qu'ils soient présents sur Viarmes. On n'est pas là... Et qu'ils ne soient pas moins, en fait. Et qu'ils ne soient pas moins, non, au contraire, qu'ils soient plus. Ils vont déjà embaucher tous les matins et rendre tous les soirs, mettre leurs armes dans les chambres fortes de Viarmes. Donc, le siège de la police pluricommunale est Viarmois. Donc, tous les matins... C'est rien. La moyenne en France, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Donc nous, avec 4 pour nous, on est déjà en dessous de la moyenne.
Même si on met les policiers des communes, il doit y avoir de même, je pense qu'il y en a un à Saint-Martin, un ou deux à Chaumontel, un policier à Luzarches avec un SVP. Cegy n'en a pas, Asnières, je crois, n'en a pas en ce moment non plus. Donc on est largement en dessous des effectifs nécessaires. Donc on n'est pas du tout en sureffectif. Donc tout ça est appelé à évoluer. J'espère bien pouvoir le faire évoluer dans un sens favorable. Après, ou bien le système fonctionne, nos gardiens sont efficaces, ou pas. Et donc, si d'autres policiers des autres villes ne rejoignent pas le système pluricommunal, on arrêtera, c'est ça? Non, on n'arrête pas, on continuera comme ça pour l'instant. Mais nous, on fera évoluer les effectifs en fonction des besoins. Et on ne va pas faire gonfler notre chapitre 012 de personnel s'il n'y a pas de demande supérieure des autres communes. C'est un nouveau système que j'ai développé sur l'Interco. Il faut que tout le monde fasse le chemin et comprenne l'intérêt qu'on a à mutualiser une police plutôt que d'avoir des faibles moyens dans chaque commune. Voilà, c'est ça l'objectif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors c'est tout nouveau, hein, c'est un pari, hein, c'est développé par Viarme. Pour l'instant, on est 5 ou 6 communes à être intéressées par le projet. Peut-être, allez savoir, l'Interco va s'y intéresser si ça fonctionne bien dans les années qui viennent. Je porte aux voix. Est-ce que qui approuve l'autorisation à signer une convention de mise à disposition en commun des agents de police municipale? Alors, ok, on va aller dans l'autre sens. Qui s'oppose ou qui s'abstient? Abstention, donc 3 abstentions et le reste approuve. Merci beaucoup. Point numéro 7. Didier, à nouveau à toi pour la mise en place d'une convention de mise à disposition d'un chien de défense. La sécurité des personnes et des biens est une priorité pour la municipalité. Le renforcement de l'équipe de police municipale et de son armement. Le développement de ces missions de proximité sur l'ensemble de la ville traduit cette volonté constante. Afin de compléter et de renforcer ces mesures de prévention et de sécurité, la collectivité a souhaité doter la police municipale d'un agent cynophile. Pour sa simple présence, cet agent et son chien renforcent l'action des équipes sur le terrain et les assistent dans certaines missions. La ville, n'étant pas dotée de structures permanentes pour l'accueil de chiens de police, a proposé à l'agent de police municipal d'utiliser un chien dit personnel, qui sera mis à disposition de la ville de Viarme dans le cadre d'une convention. Il est précisé qu'il aura nécessité d'adapter un espace dans les locaux de la PM pour accueillir cet animal, ainsi qu'il conviendra de faire l'acquisition d'un véhicule équipé pour le transport d'un chien. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention type relative aux modalités de mise à disposition au profit de la ville du chien, telle qu'annexe à la présente note. Donc vous avez le document également. Est-ce que ça appelle des commentaires? Donc c'est un joli toutou, une femelle malinois, qui travaille donc avec son maître. Oui, il faut que j'enlève mon masque, sauf s'il n'y a pas de questions, comme ça je me revois directement. Qui prouve chaque fois la mise en place de la convention de mise à disposition d'un chien de défense. Une question? Non? Oui, une question. Tu as une question ou tu approuves? Ah, tu approuves, ok. Unanimité, merci à vous tous. Alors, point numéro 8, régularisation de créance d'un agent en retraite pour invalidité. Madame Chopin-Teresa est un ancien agent titulaire de la collectivité qui a été employé en qualité d'agent technique de mars 2005 à mai 2017. Cet agent était en attente de la décision de la CNRACL sur une mise en retraite pour invalidité entre le 20 mai 2017 et le 5 janvier 2018. La collectivité étant dans l'obligation de maintenir la rémunération de l'agent en demi-traitement en attendant le retour de la décision de la CNRACL, Madame Chopin a perçu la somme de 8 016,33 € répartie en 6 467,31 € de traitement et 1 539,02 € de congés payés, non pris, durant cette période.
La caisse de retraite ayant rendu un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de l'agent à compter du 20 mai 2017, date à laquelle démarrait le versement de sa pension de retraite pour invalidité, la collectivité a demandé le remboursement rétroactif des sommes perçues dans l'attente de la décision. Au vu du titre numéro 514 du 23 août 2018 émis par la commune à son encontre, jurisprudence à l'appui, Madame Chopin a demandé son annulation. La collectivité avait émis un avis favorable en 2018 correspondant à la somme réclamée par Madame Chopin, déduction des congés payés inclus, soit la somme de 6 477,31 €. Le mandat de paiement a été émis le 27 mai 2020 et le Trésor public s'est opposé au remboursement en demandant une délibération pour justifier de celui-ci, ce que nous sommes en train de faire. Au motif qu'il est à relever que l'agent, outre sa pension de retraite pour la période considérée, aura également perçu son salaire, soit un double revenu. Le remboursement n'intervenant pas, Madame Chopin a saisi le tribunal administratif de cette affaire. La collectivité a reçu en date du 20 novembre 2020 une requête en référé près le tribunal administratif de Cergy provenant de l'avocat de Madame Chopin qui sollicite la condamnation de la collectivité à lui rembourser la somme de 8 016,33 € dans les 3 mois suivant la notification de l'ordonnance, ainsi que la somme de 1 500 € correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par Madame Chopin. Aussi, afin de clore cette affaire sans attendre le jugement qui, compte tenu de la jurisprudence, serait probablement défavorable à la collectivité, il est demandé au conseil municipal d'accéder au remboursement de la somme de 8 016,33 €. Il est proposé de statuer négativement sur le versement des 1 500 € d'indemnisation sollicité par l'avocat dans sa requête, le jugement n'ayant pas été rendu. Vous m'avez suivi ? La municipalité précédente avait émis un avis favorable pour le remboursement de ces 8 016 €. Madame Chopin n'aurait probablement, même certainement pas été prendre un avocat au tribunal si le règlement des heures avait été fait plus vite. Sauf que, comme je vous l'ai dit, le Trésor public s'est opposé au remboursement en demandant une délibération pour justifier de celui-ci. Donc il faut que nous fassions une délibération pour pouvoir régler cette somme. C'est ce que nous sommes en train de faire. On refuse les 1 500 puisque nous, le courrier du maire précédent date du 28 novembre 2019 où il accordait le remboursement de la somme des 6 477,31 €. Donc c'était quelque chose d'acquis pour la commune et on n'a pas pu le faire du fait du refus du Trésor public. C'est pourquoi on refuse les 1 500 € d'indemnisation sollicitée par l'avocat. Si vous voulez plus d'explications, moi je suis au bout de ce que je sais, ça sera Muriel. Pas de questions? Alors, je porte aux voix la régularisation de créances d'un agent en retraite pour invalidité. Qui approuve? Unanimité, merci à vous. Alors, nous en avons fini avec notre ordre du jour. On va, qui n'était pas très lourd, mais qui avait quand même des décisions importantes, qui contenait quand même des décisions importantes. Nous allons passer aux questions diverses, et notamment les questions qui ont été posées lors du dernier conseil municipal par le groupe d'opposition. Si je remets la main dessus. Alors, 2 questions avaient été posées, je crois, par Madame Misnard, les deux, dont une concernait les ressources humaines au niveau de l'école de musique. Pascal, saisis-toi la micro et fais valser ton masque, s'il te plaît. Donc, Madame Misnard voulait savoir quelle était la situation statutaire, donc en termes de RH, des agents de l'école municipale de musique. Donc, après vérification auprès des directions générales des services et du service des ressources humaines, il apparaît que tous les agents de l'école municipale de musique sont dans des situations stables, avec des contrats stables, et ce, en fait, depuis de nombreuses années. Avec la loi sur la transformation de la fonction publique de 2019, tous les contrats des professeurs qui étaient en CDD ont été renouvelés en septembre 2020. 6 avec des contrats de 3 ans et 2 avec des contrats de 2 ans.
Donc à ce jour, on compte à l'école de musique 4 fonctionnaires territoriaux, 3 professeurs titulaires, dont la directrice Corinne Ferron, et une administrative, Chloé Ferron, qui vient d'être nommée stagiaire en catégorie C de la fonction publique territoriale. Il y a donc les professeurs sont 8 agents de droit privé. Ce sont des contractuels en contrat à durée déterminée, car ils n'ont pas passé les concours de la filière culturelle qui sont obligatoires. Voilà. Ça répond à votre question? Enfin, Madame Misnar n'est pas là, mais... La seconde question concernait le skatepark. On va y répondre dans vos questions, puisque vous nous reposez la question aujourd'hui. Alors, la première question que vous nous posez concernait le jumelage de Morcotte. Quelles sont les informations concernant l'organisation, président, trésorier, manifestations à venir et à prévoir? Quels sont les échanges avec la municipalité suisse? Les vœux des élus viermois ont-ils été envoyés? Alors, merci déjà d'intervenir sur ce sujet-là, parce que vous me servez d'accélérateur, parce qu'il est vrai que, pris par le temps, on n'avance pas assez vite, et on aurait déjà dû mettre en place tout le comité de jumelage. Du coup, le comité de jumelage est convoqué à une réunion le 5 février à 19h pour élire son vice-président, qui, dans la foulée et avec moi, organisera donc tout ce qui est dimension associative et fonctionnement du jumelage pour le reste du mandat. De nombreux échanges ont eu lieu. J'en ai deux là, de Morcotte du 6 juillet 2020, de Nicolas Brivio et de Luca Cavadini, qui était le maire mais qui a apparemment démissionné. Alors je le dis en français, hein, parce que l'italien, à l'occasion de la fête nationale, l'autorité et la population de Morcotte vous renouvellent à vous et à votre dame, collègues et population, l'expression de notre sincère amitié, estime et sympathie, et vous présente nos meilleurs vœux. L'Oglio, c'est quand? C'est quoi comme mois l'Oglio pour les Italiens? L'Oglio, c'est juillet? Quoi, il me présente des vœux. Et un deuxième courrier. Cher Monsieur Dupont, la ville de Morcotte vous félicite pour votre élection à la mairie de Viarmes. Nous vous remercions dès maintenant pour votre précieuse collaboration et vous souhaitons de nombreuses satisfactions pour votre activité politique et pour votre engagement qui honorera certainement la commune de Viarmes. Nous nous félicitons de l'occasion de vous présenter nos meilleures salutations. Donc c'est des courriers qui m'ont été envoyés au mois de juillet. Daniel Dess, président d'honneur, est en relation quasiment permanente. Et l'autre fois, tu nous as fait déguster une belle panettone qui t'avait été envoyée avec les Morcottais historiques. Donc les relations, on en a. Que dire d'autre? Les vœux n'ont pas été envoyés officiellement, mais même remarque. Merci de votre intervention, puisque j'ai demandé à Michel de me faire un texte. Enfin, j'ai fait un texte en français qui m'a été traduit en italien et qui part demain, avant le 31, donc en Italie. Mais tu m'as dit que le maire n'était plus celui-ci, donc il faut qu'on fasse attention à qui on l'envoie, puisque M. Brivio Nicolas n'est plus maire actuellement. Hein. Les élections ont lieu cette année. Le maire qui était en place à Morcotte a démissionné, et donc maintenant c'est le vice-maire qui dirige les affaires, effectivement, sachant qu'il y a des élections à Morcotte. Alors, théoriquement, la date était au mois de mars, il me semble. Est-ce que ça ne sera pas reporté comme nous, les nôtres, ont été reportés partiellement à cause du Covid? Parce qu'en fait, effectivement, les informations que j'ai relativement fréquemment avec Morcotte fait que, contrairement à la Suisse dans sa totalité, le canton du Tessin est particulièrement touché par l'épidémie de la Covid-19, parce qu'en fait, le canton du Tessin est plus proche de l'Italie que du reste de Suisse, protégé par la chaîne des Alpes. Donc le canton du Tessin, et Morcotte en particulier, est fortement impacté, disons, par l'épidémie actuellement. Voilà. J'avais eu l'occasion effectivement de m'entretenir, notamment avec Fausto Bizzini. Je lui ai envoyé d'ailleurs le bulletin de la source pour l'informer de la nouvelle municipalité, et voilà. Et bon, je pense, d'après les informations que j'ai, mais c'est très confidentiel, qu'une prochaine municipalité en place sera assez favorable, connaissant les antécédents, à notre jumelage.
Mais je ne vous en dis pas plus, puisque c'est... Tant mieux, parce qu'on a Il faut laisser les électeurs morcotais s'exprimer. Parce que nous avons, tant mieux, puisque tout quoi, ça fera deux maires qui ne se connaissent pas, qui se rencontreront. J'ai hâte d'y aller, parce qu'on cesse de m'en parler, et beaucoup d'entre vous ici y sont allés pendant leur jeunesse. Donc vous avez vieilli, mais bon, ça fait quelques années pour certains. Donc moi j'ai bien hâte d'y aller, dans ce très beau village. Une manifestation importante est à organiser, qui devait être organisée l'année dernière, qui a été annulée du fait de la crise sanitaire. Donc cette année, on ne sait pas si elle pourra se tenir. C'est l'anniversaire des 60 ans, qui en fait d'ailleurs un des plus vieux gymnases de France. En tout cas, on les salue et je m'excuse auprès d'eux de ne pas être allé plus vite. On va réparer ces erreurs. Autre question sur le jumelage? Point numéro 2, vous posez des questions sur les écoles et la cantine. Les écoles font partie des ERP, qui sont des établissements recevant du public, de type R pour les écoles, puisque c'est des établissements d'enseignement. Ils sont soumis à, vous nous dites qu'ils sont soumis à une visite de la commission communale de sécurité, composée du maire, du représentant des pompiers, d'un représentant des services techniques, d'un représentant de la gendarmerie. Tout est contrôlé et cette commission peut demander des ajustements, modifications pour la sécurité des usagers. Vous nous dites que cette commission doit se réunir tous les 5 ans si moins de 300 personnes pour l'école primaire et maternelle, ou 3 ans si plus de 300 personnes. Pouvez-vous, j'imagine que vous avez voulu dire, pouvez-vous nous transmettre les dates de la dernière commission sécurité, de son compte-rendu si nécessaire, les dates de la prochaine réunion de cette commission? Donc une école, oui, c'est un ERP, de type R absolument, mais l'école primaire de Viarmes est composée de 4 entités qui sont tous classées en 5e catégorie, mais qui sont tous des bâtiments isolés, avec chacun des seuils d'occupation inférieurs à la cote maximale autorisée qui est de 100 personnes par niveau. Par ailleurs, un bâtiment classé en 5e catégorie n'oblige aucune commission de sécurité, pas d'obligation, sauf s'il y a des locaux de sommeil, comme on verra, comme c'est le cas à l'école maternelle. Malgré l'absence d'obligation, une commission pour avis consultatif a été demandée le 5 septembre 2003. Une autre commission a eu lieu le 10 février 2016, avec un recensement à l'époque de 346 enfants. La contenance des différents bâtiments, le bâtiment A56, bâtiment B75, bâtiment C79, bâtiment D, 136 personnes sur plusieurs niveaux, et chaque classe ayant une sortie directe de plein pied sur l'extérieur, et qu'il n'y a aucun regroupement d'élèves sur un seul cheminement, pas d'obligation de commission de sécurité. Que vous dire d'autre au niveau peut-être de l'école maternelle? Pour le coup, elle n'a qu'un seul bâtiment et avec des dortoirs. Donc elle, absolument, elle est classée en 4e catégorie, non 5e de type R, et une commission est obligatoire tous les 3 ans, ce qui est bien sûr respecté. Je n'ai pas la date de la prochaine, mais on pourra vous la communiquer. 2022, merci Sarah. Donc on ne peut pas dire qu'en dessous d'un seuil de 300 personnes, la période de référence est de 5 ans et qu'au-delà, elle est de 3 ans. Ça dépend en fait de l'activité du bâtiment, de sa structure, s'il y a des dortoirs, s'il n'y en a pas. Il y a un certain nombre de critères qui rentrent en jeu. Sur ce point-là, autre question sur ce point-là? Non, Sarah, non plus. C'est bon. Suite de votre question, selon la législation dans les écoles primaires, il faut un cabinet et un urinoir pour 10 garçons et 2 cabinets de toilettes pour 20 filles. Est-ce que l'école primaire a assez de toilettes en cette période de crise sanitaire? Est-ce qu'il y a du papier toilette en quantité suffisante et du savon ou du gel hydroalcoolique essentiel dans la lutte contre la Covid? Alors, après m'être renseigné auprès des services, tous les jours, il y a vérification mise en place si nécessaire de papier toilette et de savon. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique dans les sanitaires. Le gel, il n'est présent que dans les classes et c'est le directeur en demande à volonté lorsque c'est nécessaire de remplir les bouteilles. Il existe un spray désinfectant dans chaque classe. Pour ce qui est de la quantité de sanitaires, la préconisation de conception des quantités de sanitaires depuis 2016 existe, avec la taille également des sanitaires.
Mais pour les installations antérieures à cette date, il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, il est vrai que les effectifs ont tendance à être en hausse et il va falloir apporter les aménagements nécessaires. Un projet de regroupement des installations sur un seul poste hygiène avec une utilisation, une surveillance facilitée, un nettoyage facilité a déjà été évoqué l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il faut remettre ce dossier sur la table et trouver une réponse. Mais à ce jour, 12 WC filles, 8 WC garçons et 12 urinoirs garçons, donc inférieur à la norme, qui est imposée pour les nouveaux bâtiments construits depuis 2016. Mais les rotations des récréations qui ne se font pas toutes en même temps permet d'avoir suffisamment de sanitaires ponctuellement, encore plus en ce moment du fait de la crise, mais également en période sanitaire normale, oserais-je dire. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Question suivante. La mairie a changé de prestataire pour la cantine. Quels sont les arguments qui vous ont permis de choisir la société Sagère ? Est-ce que les prix ont été négociés ? Nous voudrions avoir le prix du prestataire choisi avant et après négo. Donc le choix a été déterminé comme dans tout appel d'offres. Un représentant de votre groupe était avec nous pour ces réunions-là. Donc elle sait bien que dans un appel d'offres, il n'y a pas de négociation. Il y a des critères qui sont demandés, des entreprises répondent. Dans un premier temps, il y a l'ouverture des offres et ensuite l'analyse des offres est faite et la commission, en fonction de l'analyse et des critères qui sont demandés, fait son choix. Donc c'est de cette manière-là que ça s'est passé. Le prix n'était pas le premier critère le plus important, puisque le premier c'était la qualité des prestations, ensuite la garantie de la traçabilité, et seulement en 3e point venait le prix, puisqu'on avait la volonté, on en avait parlé pendant la campagne, d'aller vers une amélioration de la qualité des aliments. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Un tableau. Oui, Sarah ? Prends la parole si tu le souhaites. Simplement pour dire qu'effectivement, au niveau de la qualité, nous avons une qualité en hausse de la viande bouchère et nous avons aussi une composante bio à chaque repas. Et la quantité qu'a doublé de volume d'après les dames de service qui étaient présentes, ou Sandrine aussi, qui m'a expliqué que voilà, ça avait doublé de volume. Bon, a priori, ils ont l'air satisfaits pour l'instant, Sarah. Non, pour l'instant, voilà, pour l'instant, le prix n'a pas bougé. On est avec la commission sur la réflexion qu'on doit mener. Alors, pour une totale transparence, si je me repère dans mon tableau, le marché actuel, enfin le marché pas actuel du coup, le marché qui se terminait au 31 décembre, qui comprenait le multi-accueil, le goûter au multi-accueil, les écoles primaires, écoles maternelles, les repas des adultes et les pique-niques et repas en forêt pour les sorties scolaires, s'élevait, Muriel, vous me confirmez, à 180 771 93. 180 771 93. Pour 5 composants. Et pour 4, c'était 156 297, total annuel. Et nous, donc le total du marché, qui sont des marchés pour une année, hein, qui peuvent être renouvelés chaque année, s'élève à 183 802,38 et la composante bio qui a été rajoutée amène un surplus du coût de 5 699,65 €. Donc à comparer, c'est 183 plus 5006, ça fait 189, 190 à comparer au 189, 502 à comparer au 156, 297. Mais la qualité a un coût. Sachez par ailleurs que l'intercommunalité porte une réflexion actuellement sur la réalisation d'une cuisine centrale afin de pouvoir là encore améliorer la qualité et sur des circuits très courts, donc au niveau des 19 communes de l'interco. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. J'ai peut-être pas bien suivi. Il y a 4 ou 5 composants maintenant. 4 composants.
Donc il y a une petite augmentation avec un composant de moins. Oui, le bio, notamment. Qu'on rajoute après avec une nouvelle augmentation. Pardon ? Qu'on rajoute après, le composant bio s'ajoute aux 4 autres. Je vous ai dit non. Le total en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la composante bio, le total du marché s'élève à 189 502. D'accord. Et est-ce qu'on sait exactement, puisque Sagère est très branché surgelé, est-ce qu'on sait exactement la proportion de surgelé dans les menus ? Oui, on le sait. Madame Misnard a les tableaux, elle pourra vous les montrer parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, il y a beaucoup de données. Alors, ça dépend si on parle des légumes, ça dépend si on parle des pommes de terre, des crudités, des fruits, des entremets, des potages. Dans certains, par exemple, ils ont 100% de produits frais dans les potages, mais dans les légumes, ils ont 90% de surgelé. Surgelé ne veut pas dire manque de qualité, ça dépend comment c'est surgelé, ça dépend comment c'est fait, longtemps ou pas après la cueillette. Quoi d'autre ? Les pommes de terre, c'est 60% sous vide, 40% surgelé. Les crudités, c'est 95% de produits frais. Les fruits, c'est 61% de produits frais. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Après, il faut comparer avec les autres, mais bon, Donc tout ça, c'est l'appel d'offres, tout est clair et précis. On leur a demandé des engagements et des qualités de prestation. Tout ça amène à une note et amène à un classement des candidats. Oui, tout le monde avait des surgelés, bien sûr. Question suivante. Je souhaiterais, si c'est possible, reporter la question sur le gymnase au prochain conseil. Si c'est possible. La question sur le gymnase au prochain conseil ? Oui. Ok. Merci. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la question que vous avez posée sur le skatepark. Alors, le skatepark, à l'heure actuelle, aucune démarche n'a été lancée sur ce point. Aucun devis demandé, donc pour l'instant, rien. Certainement que si le temps, on fera une étude de ce qu'on pourrait faire pour remplacer la structure bois et métal qui n'a pas résisté longtemps aux assauts des garnements, pour voir comment on peut remplacer ça par une structure béton, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est un projet qui n'a pas bougé du tout. Ensuite, vous nous posez des questions sur la rue Alexis Carrel. Oui, pardon ? Allez-y. À vous la main. Bien, donc c'était simplement une proposition de débat de notre part. Je voulais vous parler de la rue Alexis Carrel qui se trouve derrière la rue de la Garenne. En fait, c'est le nom Alexis Carrel. On est l'une des dernières villes à avoir encore une rue Alexis Carrel. Alors c'est qui ? C'était un chercheur qui a travaillé sur la conservation des organes pour les transplantations. Donc il a eu un prix Nobel en 1912. Et donc il y a eu plein de villes qui avaient des hôpitaux ou des rues Alexis Carrel. Sauf que les historiens ont découvert au fur et à mesure des travaux, une fois qu'il a été un petit peu oublié, ces écrits notamment qui portaient sur l'eugénisme et l'euthanasie des enfants handicapés. Et donc là, ça a commencé à poser problème, notamment dans son livre en 1935 qui s'appelle « L'homme, c'est inconnu », où il dit clairement qu'il faut utiliser peut-être le gaz pour tuer des gens qui ne sont pas aptes à être dans l'espèce humaine. Donc suite à ça, il y a plein de villes qui ont décidé de débaptiser les noms Alexis Carrel dans les années 90, notamment au Canada, par exemple, Québec, Montréal, en France, à Limoges, à Sarcelles notamment, où le boulevard a été débaptisé, ainsi que l'hôpital privé, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital privé, je crois, nord-parisien. Et Paris a débaptisé sa rue en 2003. Donc moi, je vous proposais de réfléchir à suivre ce mouvement, puisque aujourd'hui, on ne peut plus accepter d'avoir des rues pour ces personnes-là, qui en son cas sont entachées par leurs recherches et qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Alors moi, je proposais de suivre l'objectif du président Emmanuel Macron, qui est de faire de la cause nationale l'égalité homme-femme. Il n'y a que 6% des plaques de rue qui sont pour une femme. Et donc, je proposais de réfléchir à un nom d'une femme et de proposer le nom de Simone Veil, première présidente du Parlement européen et ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, c'était une réflexion en fait à mener avec vous.
Merci. Proposition, pour ce qui me concerne, intéressante, évidemment. Pas de position définie dessus. De toute façon, un changement de rue nécessite un vote du conseil municipal. Donc, je pense que dans un premier temps, on va d'abord se rencontrer entre nous, voir si on donne suite. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Hein. J'ai pas d'opposition de principe. Je vais m'adresser aussi aux habitants de la rue pour recevoir leurs sentiments sur ce point. Et puis, éventuellement, créer un groupe de travail rapide pour choisir, débaptiser et rebaptiser cette rue. Je vous propose on va travailler sur le sujet et puis on vous fera un retour au prochain conseil ou celui d'après si on n'a pas le temps de travailler dessus. Je veux bien y participer avec plaisir, il n'y a pas de problème. Oui, mais vous serez conviés. Merci. Sur ce point, quelqu'un... Oui, Radia. Prends un micro, s'il te plaît, et enlève ton masque. Il est avéré le partenariat de cette personne avec la mouvance nazie. Factuellement, je veux dire, parce que... Oui, alors il faisait également partie du parti fasciste français, et il a été engagé par le gouvernement de Vichy, et donc il était connu pour des positions pro-nazis, et c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement-là de remise en cause de ce nom, en fait. Voilà. D'accord. Double vie, hein. Une vie apparemment de chercheur et de chirurgien de haut niveau, parce que quand même prix Nobel de médecine ou de physiologie, j'ai pas trouvé, il y a les deux termes qu'on trouve, et puis visiblement il s'est perdu par la suite dans des positions difficilement tenables, effectivement. Alors c'est pas, il y a eu un mouvement de débaptisation, mais il y a encore un certain nombre de rues. Hein. J'en ai trouvé une. J'ai été sur les applications. Hein, Google Maps et autres. J'en ai trouvé une encore. Où est-ce que j'en ai trouvé? J'en ai à Cholet, il y en a à Marseille, Paris, il n'y en a plus. Il y en a une à Avignon, il y en a à Orange. Enfin, il y a un certain nombre de villes encore qui en ont, mais il est exact qu'il y a eu un programme de débaptisation. Je ne sais pas si je peux dire ça. C'est un sujet qui a déjà été mis à l'ordre du jour, ce truc-là. Je peux te dire qu'à l'époque, l'ensemble des riverains sont contre. Parce qu'en fait, c'est pas le tout de changer la rue, mais ça impose aux riverains de changer toutes leurs pièces d'identité, etc. Et de prévenir toutes les administrations. Voilà. Mais bon, ça se fait très bien. Et l'ensemble des riverains étaient absolument contre, à l'unanimité. Ils seront approchés, on fera un petit groupe de travail. Voilà, puis après, c'est de voir si c'est encore une fois une action politique à mener. Quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Si on ne peut pas y répondre, on y répondra au prochain conseil, mais si vous avez des points sur lesquels vous voulez revenir. Oui. Une dernière chose, est-ce qu'il a été rendu hommage au président Valéry Giscard d'Estaing pour son décès au mois de décembre? Il y a eu les drapeaux qui ont été mis en berne, tout simplement, et puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a une minute de silence. Il y a une minute de silence. D'accord, donc on ne la fera pas au conseil. On ne la fera pas au conseil? Non, je ne sais pas, on avait fait ça la dernière fois pour le décès de Jacques Chirac, donc je me suis dit... Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas été prévu, ça serait un petit peu tard maintenant. D'accord. Un autre sujet? Sinon, je lève la séance. Oui, Dominique. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de nos amis morcotais, mais pas de nos amis malheureusement. Tubercurerie. Oui. Donc moi, je voulais juste te dire qu'on avait été obligé d'annuler le séjour de jeunes en Irlande au mois d'avril parce que les Irlandais ne peuvent pas les accueillir dans les maisons. Toutes les familles ont été remboursées intégralement, donc ils n'ont absolument rien perdu. Et on attendra de voir l'évolution des choses pour un nouveau séjour. Voilà. Merci Dominique. Sylvie? Ah oui. Fais tomber le masque, oui, merci. Alors moi, je vais juste vous faire une petite information qui est tombée aujourd'hui sur la déchetterie de Vierme. Donc, pour vous dire que ça suit son cours, les dates pour l'instant, ils n'ont pas de retard. La réouverture est bien prévue la dernière semaine de mars. Il y aura une grosse information parce qu'en fait, à la réouverture de cette déchetterie, tous les badges vont changer. Donc, il y aura une grosse communication qui sera faite par la déchetterie pour vous demander de remonter vos coordonnées ou déposer en déchetterie les informations, mais vous aurez une information qui viendra de Trior. Et par contre, début avril, fermera
pour cause de travaux, évidemment, la déchetterie de Champagne. Donc, en fait, on va encore se retrouver avec une déchetterie seule jusqu'au mois de juillet. Voilà, donc c'est tout. Mais la déchetterie de Viarmes donc, est redimensionnée et pourra accueillir les professionnels, tu me confirmes? Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il fallait que les professionnels se rendent à Champagne. Désormais, ils pourront aussi venir sur la déchetterie de Viarmes, que je vous invite à utiliser le plus souvent possible. Est-ce que je clôt le conseil municipal? Très bien. Merci à tous. Bon retour. Munissez-vous de vos attestations. À bientôt.